Cette hebdo, édition du dimanche 24 janvier 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Mémorandum des chefs traditionnels de l'Ouest, Paul Atangandi n'apprécie pas. Il l'a fait savoir au cours d'une rencontre organisée ce 20 janvier avec les autorités traditionnelles de la région dans les services du gouverneur. Le ministre de l'administration territoriale invitera par ailleurs les chefs à s'intéresser plutôt à l'agriculture, loin de la politique. On en parle, mais aussi on parlera de cette deuxième mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux adressée au chef des Bamendjo. 18 janvier 1996, 18 janvier 2021. 16 janvier, la Constitution du Cameroun a 25 ans, soit 25 ans qu'on est passé de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Les institutions prévues par la loi fondamentale sont en place. Qu'en est-il de la démocratie et du développement local? Le développement local est-il plus proche justement des aspirations du peuple? Et pour sortir de cette émission, on parlera de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec en premier la récente descente du ministre de l'administration territoriale dans le nord-ouest, mais ensuite l'impact que pourrait avoir le nouvel exécutif américain sur cette crise. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Denis Kobo, vous êtes journaliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et salut à tous ceux qui regardent l'émission en ce moment. C'est avec un plaisir réel que je suis là aujourd'hui. À côté de vous, on reçoit Jean-Claude Yout, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Madame Léla, bonjour à l'ensemble des co-panélistes. Bonjour à l'ensemble des co-panélistes et le RDPC est heureux d'être une fois de plus sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face, on reçoit Cyril Sambaka ou alors Xavier Messé d'abord. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Qui répond? Xavier Messé. Merci beaucoup Léla, merci. Je salue les membres de ce panel. Je salue également les nombreux téléspectateurs de STV, oui, à qui je souhaite une chaleureuse bonne année, en espérant que 2020 est dans le rétroviseur et qu'il apportera davantage de 2021 nous apportera davantage de bonheur, en pensant surtout au président Mbaka. Parce que, vous savez, je voudrais que cette année-ci, des souvenirs, ces frustrations politiques soient quelque chose de complètement révolu, hein, et qu'il soit de nouveau sur la scène. Merci Xavier Messé d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, justement, on reçoit le président Cyril Sambaka, homme politique. Bonjour Monsieur Sambaka et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à tous les co-panélistes et surtout aux nombreux téléspectateurs. Je dois dire que ça fait quand même un bout de temps que j'ai quitté un peu les plateaux. Oui. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau aujourd'hui, face à des Camerounais, hein, qui, ma foi, ont vécu beaucoup de choses et on a souvent partagé beaucoup de choses ensemble. Donc j'espère que l'avenir va être prometteur et je pense que dans ma prochaine destination, n'est-ce pas, je pourrais rebondir. D'accord. Justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Que nous soyons une force de proposition, que l'opposition fasse son aggiornamento, que nous puissions revisiter, n'est-ce pas, les années antérieures, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et jeter les jalons, n'est-ce pas, d'une nouvelle opposition responsable qui puisse intégrer, n'est-ce pas, tous les Camerounais qui sont très nombreux à être à côté de la politique parce qu'ils observent, mais devenir donc des acteurs partie prenante de la politique du futur. En première partie de cette émission, nous évaluons les relations entre le pouvoir administratif et le pouvoir traditionnel à travers deux sorties. D'abord, la seconde mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux, adressée à Sa Majesté Sokunju Jean Ramos, chef des Bamendjo. Ensuite, la réunion organisée à Bafoussam dans les services du gouverneur avec un minat très remonté contre les autorités traditionnelles. Alors, Cyril Sambaka, pour entrer justement par les faits les plus récents, on a vu cette semaine sur les réseaux sociaux une initiative annoncée pour soutenir le chef des Bamendjo. Après cette nouvelle mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux, des photos des personnalités politiques avec un message de soutien et une date, un rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Vous l'avez vue? Je l'ai vue et je pense que, bon, je n'ai pas été consulté, hein, oui. Et je pense que c'est une initiative comme tant d'autres qui vise à soutenir le chef qui seul ne peut rien dans ce pays. Il faut d'abord le dire, parce que seul il ne peut rien.
le chef appelle les Camerounais à plus de responsabilités, n'est-ce pas, à aimer leur pays, à être des patriotes. Le chef n'a pas appelé les gens pour le soutenir. C'est lui qui soutient les gens. Il soutient une lutte. Et cette lutte est importante. C'est bien d'aller lui rendre visite. Mais ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que quand je regarde les années antérieures, je regarde 90, je regarde 91 et la suite, je me rends compte que nous étions dans un pays où les gens se parlaient, où l'opposition se parlait, où l'opposition avait un laboratoire, où l'opposition, n'est-ce pas, avait des stratégies. Au jour d'aujourd'hui, c'est à qui mieux mieux. Et chaque fois que quelqu'un va se présenter comme un patriote, on va courir pour aller le voir. Non, on peut le voir dans toute discrétion, parce que c'est un monsieur qui a eu toute une bibliothèque, qui apprend beaucoup de choses et à beaucoup de gens, parce qu'il a fait plusieurs luttes avant de quitter les partis politiques. Il a d'abord été quelqu'un qui a été à l'UPC. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire. Et ce qui est embêtant dans notre pays, et je le dis encore, parce que si nous ne faisons pas un effort pour nous mettre dans les rangs, on va avoir toujours des problèmes. L'opposition camerounaise et les Camerounais sont des gens qui oublient très vite. On ne part pas sur le passé, on n'assoit pas une politique de l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, ben moi, là où je suis aujourd'hui, mon combat, ça sera tout simplement que nous puissions dans l'opposition avoir des historiens, que nous puissions avoir des anthropologues, que nous puissions discuter même sur l'identité que nous voulons pour notre pays. Quel est l'avenir que nous voulons donner au Cameroun, au lieu d'aller sur le schéma que la colonisation nous a laissé et continuer avec ça, ça ne nous mène à rien. Alors, Denis Kwebo, le préfet n'a de cesse de marteler le caractère nocif des sorties du chef Bamenjo. Comment est-ce que vous analysez cette seconde mise en garde? Bon, ça dépendra de quel côté on se situe et sous quel prisme on analyse ces faits-là. Moi, j'ai lu la lettre du préfet et nulle part dans cette lettre, on ne sait quel est le fond de l'affaire. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a eu donc des réactions, un tollé général, des réactions tous azimuts, sans que la mise en garde du préfet me dise exactement quelle est la nature des faits qui sont reprochés au préfet. Il dit, moi je lis, je sais que vous avez lu la lettre, mais j'espère que je suis sûr que vous-même vous ne savez pas. La lettre parle des sorties aussi bien médiatiques que sur les réseaux sociaux. Un éventail de choses, voilà. Entre autres. Les sorties médiatiques. On se souvient que le chef a récemment fait une émission chez Equinox Télévision, La Vérité en face. Mais il parle également des sorties sur les réseaux sociaux, parce que le chef a également une page sur Facebook, une page qui est d'ailleurs très courue. Voilà. Quand vous dites, moi je suis de la notabilité traditionnelle de l'Ouest. La tradition est encadrée. Le chef traditionnel n'est pas l'unique maître du culte traditionnel. Et le chef traditionnel qui parle, qui s'exprime comme le chef Sokodjo, parle en son nom personnel. Il parle intitulé personne. Mais s'il parle à son nom personnel, pourquoi est-ce que la répression... Non, on ne va pas répondre à la place des autres. Il faut chacun répondre de ses actes. Moi, je ne veux pas répondre à la place de celui qui a répondu avec le chef. Il parle de ce que la tradition est. D'accord. Et quand on dit chef traditionnel auxiliaire de l'administration, c'est deux métiers, c'est deux postes différents. La tradition a trait à autre chose, l'auxiliaire de l'administration, autre chose. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une théâtralisation des réactions. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai discuté avec une élite de mon village ce matin. Je lui ai demandé, moi je suis de la tradition profondément, et moi je suis de là et je ne crois qu'à ça. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que les chefs traditionnels dans notre région se décoiffent devant le prêtre, s'ils aiment tant la tradition, pour ceux qui le font. Je lui ai demandé si vous vénérez tant la tradition, si vous le faisiez comme moi, pourquoi est-ce que la chefferie traditionnelle n'est pas l'endroit le mieux construit du village? Quand vous arrivez dans un village de l'Ouest, est-ce que la chefferie en tant que symbole est donc la vitrine? Donc, il y a des réactions hypocrites qui aident certaines personnes à construire leur popularité. Vous avez posé la question à Sambaka sur l'initiative qui tend à soutenir le chef. Dans nos villages, il y a des clans, des castes qui sont commis à la protection, à la défense du village. Ce n'est pas le chef qui est le chef de ce. Le jour où la tradition se trouvera attaquée, touchée dans un village,
vous saurez qu'il existe de tels clans. Donc, si la tradition est touchée, il y a des gens dont le rôle, la mission est de protéger le village. Si jusqu'aujourd'hui, il y a des voix qui ne sont pas, les voix ne sont pas toutes concordantes dans la défense ou dans la protection d'un certain nombre de personnalités, il ne faut pas savoir parler. Le chef Sokojou, ce n'est qu'un épiphénomène. On a suspendu des chefs traditionnels. Le chef Bafoussam a été suspendu par l'administration. Ça fait pas 20 ans. Le chef qui est là a été suspendu par l'administration. On n'a pas vu des gens lever la voix pour dire que l'administration n'a pas à suspendre un chef. Donc, lorsque, au Cameroun, c'est le MINAD qui constate la désignation d'un chef traditionnel. Parallélisme de forme, il faut comprendre que le demandement du MINAD adresse des mises en demeure, je ne dis pas sans justifier la mise en demeure, c'est que ça rentre dans les rouages. Étant donné que votre qualité de chef est reconnue par un arrêté du MINAD, le MINAD peut donc vous rappeler à l'ordre parce que vous êtes officier d'administration. Si vous ne voulez pas être officier d'administration, vous commencez par remettre en question ces fondements-là. Donc, il ne faut pas, moi je le redis, un chef traditionnel de l'Ouest, comme je ne sais pas si je ne connais pas pour les autres traditions, n'a pas le droit de faire la politique pour le pouvoir en place ou pour l'opposition. Dès que vous rentrez dans le champ politique, on dit chez nous dans la tradition que si un adulte ne sait pas bien se comporter sur la place publique, on va l'embaumer de merde. Donc il faut faire attention. Jean-Claude Youd, j'ai envie de vous demander. Merci Denis Kobo. Les errements personnels avec la qualité de chef traditionnel que cette personne peut incarner. Jean-Claude Youd, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que finalement c'est l'impression qu'on a, pourquoi est-ce que les sorties de Sa Majesté Jean Ramos Sokojou font aussi peur à l'administration? Non, les sorties de Sa Majesté Sokojou ne font pas peur à l'administration. Il faudrait tout simplement que les uns et les autres comprennent un certain nombre de choses dans le cadre d'un recadrage et d'une compréhension des fonctions. La loi qui organise le fonctionnement des chefferies traditionnelles au Cameroun, c'est celle du 15 juillet 1977. À partir de là, on considère les chefferies traditionnelles, les chefs traditionnels comme les auxiliaires de l'administration. Et ici maintenant, nous devrions faire une distinction entre le caractère administratif de représentativité des chefferies et les gardiens et garants de la tradition. Mais vous voyez que dès qu'il y a une sortie qui est sur une approche administrative et qu'on voudrait maintenant apporter l'ensemble des éléments d'encadrement et de la vigueur administrative, on vous oppose la traditionnalité. C'est un problème. Alors, donc, ce n'est pas compliqué. Il faudrait tout simplement que les uns et les autres sachent que lorsqu'ils s'engagent dans le cadre de l'exercice de la chefferie, ils doivent se considérer qu'ils sont d'abord les auxiliaires de l'administration au sens... Les chefferies ont existé avant le test qui fait des chefs les auxiliaires de l'administration. Ce test ne date que de 1977. Pourtant, les chefferies ont existé avant. Ce test date de 1977, mais nous... Je veux dire, est-ce qu'un chef est d'abord un auxiliaire de l'administration avant d'être un chef? Non. Lorsque vous dites comme ça, ça voudrait dire que vous êtes en train de vouloir relever le caractère traditionnel, le caractère de garant de la tradition et de garant de la culture. Non, ça, c'est pas un problème. En ce qui concerne la tradition, la culture, vous n'allez jamais trouver l'administration en train de s'immiscer dans ces affaires-là. La preuve en est que l'administration constate tout simplement l'élection d'un chef, mais ne part même pas élire ou bien organiser ces élections. Observe et est tout simplement présent et encadre tout simplement l'événement et prend acte. À partir de ce moment-là maintenant, dans le cadre de l'exercice de l'administration, le chef est un auxiliaire. Bon, pour revenir sur des faits assez concrets, la première mise en garde portait sur le fait que le chef Sokojou organisait des réunions politiques qui étaient des manifestations politiques. Et nous savons très bien le régime d'organisation des manifestations au Cameroun. À partir de ce moment-là, il fallait qu'il puisse se conformer par rapport à la loi. Si le chef dit avoir simplement reçu des personnalités chez lui. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais maintenant, ce qu'il en ressort, y compris les résolutions qui sortent de là, y compris la qualité des intervenants et de tout ce qui a été dit autour avec les informations dont dispose sûrement le préfet,
alors à partir de ce moment-là, on appelle ça une manifestation. Et si c'est une manifestation d'ordre politique, elle doit donc répondre aux éléments d'encadrement de la loi. C'était la première mise en garde. La deuxième aujourd'hui, ce sont ces sorties. Alors, si le chef Sokojou, qui était autrefois un militant politique et a renoncé, maintenant on revient sur la scène politique, il n'est pas inconnu de trouver des chefs traditionnels, même parfois de premier degré, de deuxième degré, qui sont des acteurs politiques. On en reparlera justement voilà. avec... alors, donc, s'il est un acteur politique, alors à partir de ce moment-là, il doit accepter, recevoir l'ensemble aussi de la contradiction et de la riposte politique. Et qu'on ne dise pas qu'au moment où on est en train donc de vouloir appliquer cela, qu'on nous dise que ici c'est la tradition qui est bafouée, c'est un problème d'ordre culturel. Non. Et c'est cette confusion de non-respect donc de ces fonctionnalités-là qui a nécessité donc la sortie du MINAT et également la mise en Xavier, mais c'est entre les lignes de la sortie, entre les lignes du test produit par le préfet, on lit des menaces adressées à Sa Majesté Jean Ramos Sokojou. La question que j'aimerais vous poser est jusqu'où est-ce que le préfet pourrait aller? Jusqu'où la loi lui permet d'aller? Denis Koboa a évoqué tout à l'heure la suspension du chef de Bafoussam il y a quelques années. Mais en écoutant tout à l'heure Youf, vous savez, le préfet peut aller aussi loin que possible. Il sera complètement couvert. Couvert pourquoi? Parce que nous vivons là dans un environnement où il y a un problème culturel, suivi, doublé d'un problème d'approche idéologique. C'est-à-dire que l'environnement politique camerounais n'a pas totalement, ne s'est pas approprié totalement de la différence, des différences de pensée, des différences de pensée, des différences de conception, des différences de vision de choses. Pas du tout. Cette administration a été moulée dans un carcan, n'est-ce pas, où il faut une discipline qui dit qu'il faut parler de la même manière. Vous savez, on se retrouve là à l'époque de l'ancien président, on se retrouve à l'époque coloniale. Les choses n'ont pas du tout changé. Malgré l'environnement global mondial qui permet à la démocratie, n'est-ce pas, d'occuper le terrain politique, très peu de choses ont changé au Cameroun. Vous savez, lorsque vous prenez la région de l'Ouest, il y a à peu près entre 200 et 250 chefs du premier au troisième degré. Et vous allez constater que sur cette variété de chefferie, il y a un seul chef qui, entre guillemets, rame à contre-courant. C'est-à-dire qu'il part de ses options idéologiques, parce que le président Sambaka l'a dit tout à l'heure, il a milité dans un parti qui n'était pas un parti... proche du pouvoir. Voilà, proche du pouvoir, pas du tout. Il a milité. Il est resté donc dans sa conception idéologique des choses. C'est-à-dire qu'il a un moule, il a une culture idéologique qui voudrait qu'il pense comme il veut, et comme il pense que les choses devraient se faire. Et vous voyez, dans un contexte comme ça, face à un parti, face à un système politique qui n'a pas l'habitude de la contradiction, ce chef-là, qui est le seul dans toute la région de l'Ouest à tenir un langage franc. C'est très embêtant, n'est-ce pas, de parler de ce genre de choses, parce que nous, fondamentalement, nous pensions que le Cameroun a eu des héritages de la colonisation, mais qu'il était temps que le Cameroun se donne une identité. Et on ne peut pas se donner une identité si on ne va pas dans nos us et coutumes, si on ne va pas dans la manière de faire, si on ne s'interroge pas, n'est-ce pas, sur le devenir du Cameroun et où est-ce qu'on veut amener le Cameroun. C'est pour cette raison que je vous disais d'entrée des jeux que nous aurons besoin des historiens, des anthropologues et autres pour pouvoir nous donner un sens à notre vie, à notre pays. Bon, maintenant, les chefs traditionnels, vous avez vu comment on les a dévoyés avec la décentralisation. On ne leur a pas donné ce qui avait été discuté en 1991 à la réunion tripartite, c'est-à-dire une chambre des chefs traditionnels où ils auront à être une courroie entre les sénateurs et entre les maires qui sont sur le territoire. On ne leur a pas donné la possibilité de faire rejaillir, n'est-ce pas, nos us et coutumes dans leurs valeurs positives, qui peut rimer avec la République et la démocratie. Donc, toute une richesse qui est en perdition, il faut que
les chefs traditionnels parlent. Il faut qu'ils se concertent. Il faut qu'ils ressassent, n'est-ce pas, le passé pour projeter un avenir. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la peau de l'auxiliaire de l'administration qui a un salaire. Parce que ce salaire, c'est le fruit du travail de tous les Camerounais. N'est-ce pas? Et même ceux qui leur attribuent ce salaire vivent des salaires, le fruit des Camerounais. Donc, en réalité, on les met dans un couloir où ils ne devraient pas être. Et il y en a beaucoup qui aiment ça. Beaucoup qui aiment ça au point où ils veulent remplacer les hommes politiques. Donc, c'est un choix. Ou bien nous sommes gardiens de nos traditions, et puis nous avons les valeurs morales qu'il faut préserver, ou bien nous nous retrouvons dans des chambres de chefs pour essayer de penser et de dire que nos valeurs ne doivent pas disparaître. Ou alors, on se met dans un parti politique, et à ce moment-là, on devient un homme politique. Denis Kobo, sur la même question que Cyril Sambaka, est-ce que les chefs ont manqué de sagesse et de pondération, surtout quand on a eu cette sortie le 19 novembre, qu'il a fallu, comme qui dirait, rectifier le 4 décembre, avec encore plus de chefs signataires? Moi, je veux qu'on fasse attention. Je vous ai tout à l'heure parlé de la théâtralisation et tout le populisme autour de cette question-là, en ce qui concerne l'incident entre le préfet et le chef Sokoudou. Et je voulais d'abord dire qu'il n'y a pas un syndicat de chefs traditionnels. C'est vrai qu'on a dit chef de premier degré, deuxième degré, troisième degré, ça ne signifie rien. Il n'y a pas un nom dans nos langues, il n'y a pas une appellation de premier, deuxième degré. Et les chefs, chaque village, de par la tradition, est une entité qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc, ce que j'entends depuis dire, bon, aussi c'est la chefferie que nous connaissons. Par exemple, quand vous avez parlé de chefs qui parlent, peut-être l'embarras que j'ai, c'est de rentrer dans le fond d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de chefs qui parlent. Et ils parlent là où ils doivent parler. Très peu de Camerounais savent ce que c'est qu'un chef traditionnel. Même ceux qui mettent des habits traditionnels pour venir sur les plateaux, faire semblant d'appartenir à la tradition, ils ne connaissent pas la tradition. Les chefs parlent. J'ai des amis qui viennent me dire, j'étais avec le chef hier, est-ce que vous savez qu'on ne dit jamais ce qu'on a dit sur un chef? Donc on ne parle pas des affaires de la chefferie sur un plateau de télévision. On dit, les chefs parlent et les chefs s'opposent à plein de choses. Sauf qu'ils s'opposent dans le cadre ils parlent dans le cadre de la tradition qui est la leur. J'ai entendu aussi dire que telle chefferie est la plus puissante de l'Ouest. C'est pas, peut-être qu'on est en ville, on est dans les livres, on est sur Internet. Je ne voulais pas rentrer dans ce jeu. Il n'y a pas une chefferie qui soit plus puissante que l'autre. Les chefferies ne sont ni en compétition, ni en comparaison. Chaque village est un village. L'entité là a un mode de fonctionnement. Je vous ai dit tout à l'heure que, étant un initié, je ne suis pas encore au courant d'une attaque frontale contre notre tradition. Celle que je connais et celle où je suis profondément ancré. Le jour où il y aura attaque contre la tradition, vous allez voir qu'il y aura une réaction. Le reste, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas parce qu'un chef dit des choses qui rentrent dans ce que j'aime qu'il est le plus grand patriote. Ce n'est pas, oui, je dis que ce n'est pas parce que l'autre chef aussi dit des choses que je n'aime pas que je vais estimer qu'il n'est pas dans son rôle. Ce qu'il faut dire plutôt, sans vouloir créer la confusion entre l'autorité traditionnelle et le commun des Camerounais, nous sommes des citoyens. Le chef traditionnel fait sa carte d'identité au commissariat comme vous et moi. Vous savez que son élection, son choix est constaté par l'administration. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Les Camerounais aiment l'accessoire. Ils ne rentrent pas dans le fond. Ceux qui ont dévoyé, destitué et détruit la chefferie traditionnelle au Cameroun sont connus. Et ce n'est pas l'administration. Je ne veux pas défendre l'administration. Je dis que c'est nous qui avons dévoyé la chefferie traditionnelle. C'est le chef lui-même qui adhère au RDPC. Attendez. C'est le chef qui adhère, qui rentre en compétition avec... Moi, je suis dans le village. Le jour où mon chef sera en compétition avec moi pour être maire, il a dévoyé la tradition. Le jour où le chef voudrait être député au même titre que son sujet. Mais Denis, vous avez aussi dit tout à l'heure que Sa Majesté Sokoudou parlait en son nom propre, pas au nom de la chefferie. Je ne trouve pas de problème à ce que... Je peux également vous poser ce même raisonnement dans la compétition politique, que le jour où le chef décide de devenir... Je ne vois pas quel est le mal à ce que le chef Sokoudou s'exprime, c'est ce que je dis. Et il s'exprime en tant que Camerounais. Et tous les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Je connais les opposants qui insultent le régime, mais qui, au palais, embrassent le chef de l'État. Pourquoi ça ne pose pas un problème?
Si on n'a pas banni le président d'un parti politique, si Sambaka ici n'est pas banni ayant milité dans l'opposition, pourquoi on va donc bannir Sokoudjou ou n'importe quel autre chef sous prétexte qu'il aurait justement des positions qui seraient contre celles du pouvoir. Il faut qu'on mette le débat, Xavier Messé. Le problème est-il celui du refus, comme vous avez parlé, de la contradiction? Si c'est le refus de la contradiction, c'est une chose. Le problème est-il de vouloir effacer la tradition à tout prix? Je pense que c'est la première option qui avait, c'est que la démocratie n'est pas encore ancrée dans les mœurs de toute la administration camerounaise et de beaucoup de citoyens aussi. Le problème de la démocratie, de la liberté de Xavier Messé, les chefs ont fait une analyse de la situation actuelle du Cameroun, secteur par secteur. Que pensez-vous justement de cette analyse? Est-ce qu'elle colle à la réalité des faits au Cameroun? Mais les chefs ont observé, j'ai lu leurs documents, j'ai discuté avec quelques-uns qui sont proches de moi, dont que je peux rencontrer assez facilement. Les chefs... Entre autres, le chef d'Undé, le chef du Honkam, oui, entre autres signataires... On n'a pas rencontré tous, mais on a échangé avec quelques-uns. Le document qu'ils ont produit c'est un document de fond. Tous les problèmes qu'ils ont posés sont des problèmes réels que nous connaissons. Il y a même d'autres problèmes qu'ils évoquent en sourdine, mais qu'ils n'ont pas pu mettre dans leur document. Par exemple, tous les chefs ne supportent pas l'assujettissement. Je vais vous dire, il y a un chef qui m'a dit, nous ne comprenons pas pourquoi. Il a été élu conseiller régional. Nous ne comprenons pas à quel titre le gouverneur doit venir nous installer. Non, nous sommes un pouvoir qui a été élu. Le gouverneur est un produit des décrets. Nous sommes les produits d'une élection. Pourquoi les gouverneurs doivent-ils venir nous installer? C'est là encore où on retrouve que le pouvoir ne peut pas se passer un seul instant de contrôler même les pouvoirs traditionnels. Et lorsque le pouvoir traditionnel lui échappe un tout petit peu, il reçoit la sentence automatiquement. Mais Denis veut contourner un problème qui est très visible. C'est-à-dire, le chef ne peut pas facilement se départir de son manteau de chef et parler en tant que citoyen camerounais. C'est difficile de faire cette séparation. Parce qu'un chef, quand il parle, quand le chef il parle... Non, c'est pas... Si vous connaissez la tradition, vous savez que c'est la chose la plus facile à faire. Parce que de par la tradition... Vous ne pouvez pas de par la tradition, le chef n'a pas vocation à aller être pour l'opposition ou pour le parti au pouvoir. Les problèmes que le chef Denis Kobo, vous avez baissé encore la parole. Le chef pose, ce sont des problèmes des citoyens de sa localité. Tu ne peux pas, lorsqu'il vit ce problème au quotidien, et lorsqu'il s'exprime dans les médias, lorsqu'il s'exprime dans les médias, il ressent les problèmes qu'il vit au quotidien avec sa population. Est-ce qu'il n'a pas ce droit-là? Et quand il les soulève, il interpelle le chef parle des problèmes de sa population, c'est compréhensible. Le chef parle des problèmes nationaux. Vous ne pouvez pas être le chef de Bonadibon et parler des problèmes du Cameroun au nom de Bonadibon. Mais non. Mais si c'est que vous êtes citoyen du Cameroun, vous pouvez parler du Cameroun. Je ne voudrais pas que nous fassions une fixation sur le chef Sokoudjou. Je ne sais pas, c'est vous, c'est toi qui fais le proposition en voulant faire croire aux téléspectateurs que j'aime pas avec Sokoudjou que je connais. Peut-être qu'il n'est pas... Vous aviez, mais c'est... Denis Kobo, vous avez... traversé la vérité en voulant, tout à l'heure, j'ai pas dû lire, si vous permettez, parce que ces problèmes qui sont là dehors sont susceptibles de créer même des remous et même des morts d'hommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici. Quand vous voyez comment les gens s'y prennent, les gens sont en train d'utiliser le chef Sokoudjou qui pose un problème citoyen normal pour leur fin personnelle. C'est ce que je dis. Il faut faire attention. Le chef a le droit, et il est couvert par cette immunité de chef-là, d'attirer l'attention du dirigeant principal, le président, d'attirer l'attention des ministres, d'attirer l'attention du gouverneur. Et il faut laisser le chef Sokoudjou, depuis que le gouverneur, le préfet a écrit, il a fini son travail, il n'a pas réagi. C'est nous qui nous mettons à réagir à sa place. Merci Denis. Il a déjà parlé comme un chef. Denis Kobo, vous aviez, mais c'est encore la parole. Allez-y. En disant que lorsque le préfet rappelle à l'ordre le chef Sokoudjou, lorsque le ministre de l'administration territoriale l'interpelle, il ne l'a pas interpellé nommément, mais on sait de qui il parlait. Je pense que c'est une manière de dire, de rappeler à ce chef-là qu'il est en train de sortir certainement de ses missions. Et je voudrais dire que
Si vous prenez, je n'ai pas envie de citer le chef Banjoum, je n'ai pas envie de citer le chef Bafoussam, je n'ai pas envie de citer le chef Bangante. Vous n'entendrez jamais parler de ce chef-là au plan politique. Non, parce qu'ils sont complètement alignés. C'est faux. Ils ne tiennent pas un ça. discours public. Avec le respect que tu dois, c'est faux. C'est faux parce que le chef, je vais te dire, c'est faux parce que s'il y a des chefs qui parlent le plus, on les connaît. Ceux qui parlent le plus. Mais ils ne tiennent pas le même langage. Ce n'est pas le même. Ils n'ont pas ça. Je dis qu'un village ne parle pas pour l'autre. Pourquoi est-ce que vous voulez que le chef Banjoun parle pour Banganté? Le chef Banganté est le chef des Banganté. Il n'est pas le chef d'Undé. Le chef des Bazou, c'est le chef des Bazou. Le chef des Balingou, c'est le chef des Balingou. Pourquoi est-ce que vous voulez créer dans l'imagerie populaire qu'il y a une grande chefferie qui s'appellerait la chefferie de l'Ouest? Merci Denis Kobo. Son nom. Jean-Claude Oyou, j'ai envie de vous demander finalement qu'est-ce qui dérange dans cette sortie des gardiens de la tradition au point que soit convoquée une assise, une réunion avec le ministre de l'administration territoriale? Le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Ici, au lieu de parler d'une force coercitive, il a parlé plutôt ici d'une voie de sensibilisation. Il était en train de sensibiliser, il était en train de préparer les uns les autres à savoir ce à quoi ils peuvent s'exposer. Parce qu'en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Il fallait que les uns les autres le sachent. Et la société est organisée. Nous avons ceux que nous avons mandatés comme représentants du peuple, qui doivent parler au nom de tous les Camerounais. Vous les connaissez? Le président de la République a été élu, son excellence M. Paul Biya, représentant du peuple camerounais. Nous avons les députés de la nation, qui sont les représentants du peuple camerounais. Nous avons les sénateurs, qui parlent également sur le plan de la tradition, et qui portent cette voix au niveau du Sénat, dans le cadre donc du vote de l'ensemble des lois. Nous avons maintenant les chefs issus du commandement traditionnel, qui sont des conseillers régionaux aujourd'hui, qui vont porter au niveau du conseil régional, qui est l'instance qui doit amener le développement local, dont les problèmes de chaque localité sont portés par ces chefs. La question qu'on se pose, est-ce que Sa Majesté Sokojou, qui n'a pris fonction à aucun niveau de tout ce que nous venons d'évoquer, et qui n'a même pas souhaité peut-être faire porter ce message ou bien les besoins de sa population. Sauf si peut-être vous voulez nous dire ici aujourd'hui qu'il est le porte-parole de tous les chefs, il est le président de tous les chefs de l'Ouest, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que les conseillers régionaux qui ont été élus, qui sont issus du commandement traditionnel, porteurs des voix de développement des besoins des concitoyens, sont-ils au courant des besoins que présente Sa Majesté Sokojou? Je ne pense pas, pour l'instant. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que il faut à tout prix que les chefs soient constitués dans une chambre pour qu'on puisse les comparer, non. Je pense qu'un conseil régional travaille sur la base des délibérations. Alors, et l'ensemble donc de ces chefs issus du commandement traditionnel, qui sont les conseillers régionaux, participent aux délibérations. Donc, nous venons de procéder, je pense, vendredi dernier, à l'installation de l'ensemble des conseils régionaux. Donc, c'est un élément, c'est un virage. Mais ici, il est question que les uns les autres jouent leur rôle, qu'ils sachent que lorsqu'ils seront en marche de la loi, qu'on ne nous dise pas demain ou après-demain que, au nom de la tradition, parce qu'on va parler de tradition, on va parler d'immunité, étant dans un champ légaliste et politique, à partir de ce moment, la force doit revenir à la loi. Ici, le ministre Atangandi est encore en train de sensibiliser. Lorsque la sortie du préfet dit deuxième mise en garde, peut-être qu'il va encore avoir une troisième. Même lorsqu'on vous convoque au commissariat. Et après la troisième? Non, mais à un moment donné... À quoi s'attendre après toutes ces mises en garde? Non, mais il y a une batterie quand même prévue par la loi dans le cadre des sanctions. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là parce que Sa Majesté Sokojou est suffisamment aguerri, intelligent. Il sait de quoi il s'agit. Il sait ce à quoi il peut s'exposer. Parce que même pour être chef reconnu, ça voudrait dire que ça a été constaté. On a dit ici que les dispositions de la loi du 15 juillet 1977 encadrent ce fonctionnement-là et que l'État joue bel et bien son rôle de tutelle. Alors j'aimerais, Xavier Messécan, qu'on revienne pour cet autre tour de table, qu'on revienne sur la réunion organisée avec le MINAT dans les services du
du gouverneur de la région de l'Ouest. Comment est-ce que vous analysez justement cette affirmation de Paul Atanga-Ndim? Paul Biya est le chef suprême des chefs traditionnels. Tous les chefs doivent lui faire allégeance comme vos sujets le font à votre endroit. Oui, mais c'est un langage qui lui ressemble. C'est comme ça qu'il a l'habitude de parler. Hein, vous savez, lorsqu'il a dit à un leader politique, il a prononcé des mots qui sont à peu près semblables à ce qu'il a prononcé, là, parlant d'un chef d'un parti politique, là, il dit, il va se retrouver un jour dans un endroit où il dira si j'avais su. Hein, vous savez, ça lui ressemble. Mais avant de revenir sur votre question, vous permettez, oui. Paul a dit quelque chose tout à l'heure. Il a utilisé le mot de sensibilisation et de prévention. Mais je pense que le ministre n'est pas du tout dans la sensibilisation. Il est dans la menace. Parce que les termes qu'il a utilisés ne sont pas les termes de sensibilisation. C'est ce qu'on fait dans une sensibilisation. Lorsque vous allez discuter avec des gens, vous avez un certain comportement, vous avez un certain nombre d'outils pour sensibiliser. Monsieur, lorsque vous passez, la mise en garde est une sensibilisation. Non, pas du tout, si pas du tout. Pas du tout. On n'a peut-être pas le même, on ne met pas le contenu dans le même mot, le même contenu. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire le ministre est passé à la phase supérieure, les menaces. Les menaces. La sensibilisation, c'est l'éducation. Vous allez éduquer quelqu'un comme le chef Soukoudjou n'a pas besoin entièrement d'être sensibilisé. Je crois que c'est quelqu'un qui est suffisamment mûr, qui a de l'expérience, qui a un passé qu'on connaît. Et je crois que, bon, en tout cas, vous voulez, pour revenir à votre question, la réunion de Bafoussam avait un but essentiel, avait un but bien connu. C'est-à-dire que le ministre est conscient que le discours du chef Soukoudjou, ça peut porter, ça peut faire des émules. Et je crois qu'elle en est suffisamment conscient. Parce que lorsque ils ont des moyens de repère, ils ont ils ont la capacité de vérifier la profondeur d'un discours et l'effet que ça porte sur des gens. Depuis que ce monsieur s'exprime dans les réseaux sociaux, il tient des réunions chez lui, le ministre de l'administration territoriale, il a des points de contrôle. Il sait que ça porte. Et il anticipe pour tenir cette réunion qu'il a tenue. Il est complètement dans son rôle. Mais je pense que le rôle du ministre, au terme de cette réunion, ne devrait pas partir de l'information d'une réunion qui est tout à fait normale aux menaces. Et lorsqu'il dit que le président de la République et le chef des chefs, moi je pense qu'il n'a pas besoin de le répéter. Le président de la République est le patron de la République, il est le patron de tous les Camerounais. S'il y a des chefferies, il est le chef. S'il y a un gouvernement qui est là en place, il est le chef de ce gouvernement. Les partis politiques sont composés de personnes physiques. Et il est également le patron. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de le répéter. Et de temps en temps, le président de la République, à partir de certains de ses comportements, lui-même, il ne veut pas revêtir ce manteau. Parce que vous voyez, même au-delà de ce que prévoit la Constitution, le président de la République est resté président d'un parti politique. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas membres de ce parti politique, la Constitution lui interdit ça. Mais il est resté président le président du RDPC. Donc je pense que le ministre Atanga-Ndim n'avait pas besoin de le répéter parce que c'est tout à fait normal. Le président est le président du Cameroun, il est le président des Camerounais, y compris des associations. Cyril Sambaka, le ministre de l'administration territoriale a également laissé entendre que le gouvernement camerounais, à travers son patron, à travers le chef de l'État, prendrait des décisions pour protéger finalement le pouvoir traditionnel. La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que les actes de décision et même les largesses, entre guillemets, du gouvernement camerounais à l'endroit des chefs traditionnels, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce ou ça diminue finalement le pouvoir des autorités traditionnelles? Oui, je dois dire qu'on a l'impression que ça diminue. Tout simplement parce que nous sommes encore restés dans le schéma où l'État, c'est le bienfaiteur, c'est lui qui donne ou qui retire. Non, il faut que ça constitue un droit. Parce que nos chefferies traditionnelles ont un rôle important si nous voulons garder notre identité. Si nous voulons aller de l'avant. Si nous voulons que demain, qu'on ne nous dise pas que nous dépendons de la France ou de l'Angleterre, du français ou de l'anglais. Quelles sont nos valeurs culturelles? Où est-ce qu'on va travailler tout cela?
C'est pour cette raison que je reviens encore pour dire que on a pris les choses par le mauvais côté. Nous sortons d'une colonisation, ensuite de la néocolonisation, avec des colons noirs blanchis qui sont dans la droite ligne de la colonisation. M. Atangandi est le meilleur ministre de la néocolonisation. Parce que lui, il ne mâche pas ses mots. Il connaît son pouvoir. Il ne l'emballe pas. Il le dit. Et ce pouvoir, en quoi est-ce qu'il peut amener le Cameroun vers son identité réelle, ses richesses, sa possibilité d'être lui-même le Cameroun, avec son identité propre. Donc vous voyez que ce qui se passe, c'est que les chefs traditionnels, on les considère comme les auxiliaires de la justice, de l'administration. Mais avant cela, nous-mêmes, les partis politiques, vous avez vu un pays où il n'y a pas de statut de l'opposition, c'est le Cameroun. Ça veut dire que nous n'existons pas et qu'on peut faire de nous tout ce qu'on veut. Dans les pays où on parle de démocratie, il y a un statut de l'opposition. Et chaque fois que le chef de l'État ou le chef du gouvernement a un problème, il consulte. Vous voyez, il y a même en Angleterre, c'est une tradition. Il y a le chef de l'opposition qui rencontre le pouvoir, je crois, dans un calendrier bien défini, pour parler des problèmes de la nation. Il n'y a qu'au Cameroun, où on dit qu'il y a la démocratie, il y a le multipartisme, mais il n'y a pas de statut de l'opposition. Et en plus de cela, il n'y a qu'au Cameroun, où après avoir discuté et comprendre le bien fondé de l'identité camerounaise, au lieu de mettre en place des chambres de chefs traditionnels, pour que cela ait apporté beaucoup de choses, leur savoir-faire, et même faire renaître le Cameroun, parce que le Cameroun a été sacrifié, n'est-ce pas, à la colonisation. Le Cameroun doit redevenir lui-même. Or, les gens comme Sokunju, dont on parlait tout à l'heure, sont les rares encore qui soient capables de parler de ce Cameroun d'hier. Parce que si on amenait Oumiobe ici, et qu'on amenait Wandie ou bien Félix Moumié, je vous jure, on les traiterait pareil. Aujourd'hui, on dit que ce sont les héros. On les a même consacrés parce qu'ils sont morts. Non, je pense qu'il faut être juste. On a besoin de tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles on disait que le Cameroun se fera par nous tous et pour nous tous. Et dans le cas actuel, le ministre de l'administration territoriale ne joue que son rôle. Parce que le rôle de l'administration camerounaise, c'est de continuer le travail que la colonisation a apporté. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, vous voyez tous les jours, le préfet, quand il va installer le sous-préfet, il dit prenez le commandement. Quand le gouverneur installe le préfet, il dit prenez le commandement. Ça, c'est la colonisation. Et pour terminer... Qu'est-ce qu'il devrait dire à la place, Cyril Sambaka? Non, c'est un encadreur, un facilitateur. Ce n'est pas l'homme qui vient pour la répression. Bon, maintenant, pour terminer, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de symboles que le gouvernement nous met devant la face et nous, on fait comme si on ne voyait pas. Les installations des conseils régionaux ne répondent en rien avec l'esprit de ce qui avait été discuté à la réunion tripartite en 1991. On ne voit pas de complémentarité, on ne voit pas ça, on voit la tutelle. Donc, à partir du moment où vous, le président du conseil le conseil régional, avec votre bureau, vous avez été installé par le gouverneur, vous êtes sujet au gouverneur. Donc, c'est clair, et il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Tout ce qu'il raconte là, ils nous prennent pour des enfants. C'est-à-dire que nous n'avons même pas commencé encore à amorcer une décentralisation. Il faut que ce soit clair. Et le chef de l'État qui prête serment, et le chef de l'État qui prête serment devant l'Assemblée nationale, est-ce qu'il est sujet? C'est la démocratie parce qu'il n'est pas Dieu. Il doit prêter serment devant ce symbole qu'est l'Assemblée. Et c'est ça qui se fait dans toutes les démocraties. C'est comme ça. Ici, l'Assemblée nationale ne vaut rien parce que c'est une chambre d'enregistrement. Mais prenez un pays où il y a la démocratie. L'Assemblée nationale, c'est une grande institution. Le Sénat, c'est une grande institution. Donc le président de la République qui a été élu doit venir prêter serment là-dedans. C'est tout à fait normal. Parce que lui n'est pas Dieu. Vous comprenez? Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous avons opté pour une décentralisation et que cette décentralisation, je le dis depuis 10 ans,
que ne regardez pas la carapace, regardez le contenu. Depuis 10 ans, je le dis, c'est une source de conflit qu'on vient de mettre en place au Cameroun et vous allez voir dans les années à venir. D'accord. Denis Kobo, sur la même question que Cyril Sambaka, on a eu des chefferies traditionnelles avant 1977, on a eu des chefferies traditionnelles après le test de 1977. Les largesses, les décisions, les actes pris par le gouvernement camerounais en faveur ou pour les chefferies traditionnelles, est-ce que ça a contribué à renforcer ou à diminuer le pouvoir de nos autorités traditionnelles? Étant de la tradition, je ne partage pas les mêmes informations que vous. Parce que la chefferie dont je suis issu n'a pas connu d'évolution ou de changement en fonction des lois ou des régimes. La chefferie est chefferie. Elle a son dispositif, sa constitution même traditionnelle, n'a aucun problème. Je dis. Alors, je vais vous faire remarquer, parce que c'est que nous, on n'aime pas l'histoire, on aime les carapaces d'histoire. Ça, je ne sais pas d'accessoires. Si vous entendez les Camerounais bavarder le plus sur un plateau, c'est qu'ils sont sûrs. Quand on mettait sur pied les régions, ils n'ont rien dit. Le jour où on installe, ils n'ont rien dit. Le jour où on installe le président du conseil régional, quelqu'un le doit pour dire, mais pourquoi est-ce le gouverneur? C'est comme si c'est la veille de l'installation qu'on a décidé. Tout le monde savait depuis 1996 que le gouverneur installerait. Il ne s'appelle pas président régional, il s'appelle président du conseil régional. Ce n'est qu'une collectivité territoriale décentralisée. Il ne s'appelle pas président régional. Il fallait donc, si les gens voulaient être sérieux, il fallait exiger qu'à la tête d'une région, il y ait un gouverneur de région. La loi ne consacre pas cela. Donc même à la tripartite, on était parti pour 3/3 du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement central, l'administration centrale avec le président de la République, au niveau de la région, le gouverneur de région, et au niveau local, la mairie. C'est ça qu'on appelle 3/3 du gouvernement, ça la décentralisation d'en haut à son plus haut niveau. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme, c'est une autre forme de décentralisation. Autorité de la chose jugée, c'est comme ça que vous allez laisser voter. Et c'est comme ça que ça va s'appliquer. Sur les chefferies traditionnelles, vous savez, l'Ouest est la région la plus petite du Cameroun, en termes de superficie. Mais c'est la région qui a le plus de départements. Pourquoi est-ce que sur ce petit territoire, il y a tous ces départements? Pour dire que ce n'est pas l'administration, au départ, qui a dévoilé tout. Quand il y avait la MIFI, la guerre des égaux, les élites corrompus ont décidé chacune d'avoir soit un chef de premier degré. C'est pour ça qu'il fallait couper la MIFI en morceaux. On coupe en morceaux pour renforcer le pouvoir de tel ou tel autre chef par rapport aux autres. Dans notre tradition, nous on reconnaît les villages, on reconnaît les chefs, on ne connaît pas les degrés. Donc si quelqu'un veut faire la révolution, qu'il commence par dire je ne suis pas de premier degré, je ne suis pas de deuxième ou de troisième degré, je suis chef traditionnel, avec un conseil traditionnel qui dirige le village avec son chef. Il y a un conseil législatif, toutes les institutions démocratiques se trouvent au village. Mais nous sommes rentrés dedans. Tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi est-ce que ceux qui se réclament de la tradition, pourquoi ils sont tous des chrétiens, pourquoi ils sont tous des musulmans, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des pasteurs, pourquoi est-ce que le chef se décoiffe devant le prêtre. Moi, je préfère le chef qui se décoiffe devant le préfet au chef qui se décoiffe devant le prêtre. Parce que Dieu, le préfet n'est pas Dieu. Mais le prêtre, moi je ne peux pas me décoiffer devant Paul Biya. Donc les gens ont commencé, c'est nous qui avons déstructuré nos chefferies. Tout à l'heure on disait que les chefferies à l'ouest. Mais où sont les chefferies du littoral? Où sont celles du centre? Vous pensez qu'il y avait les chefferies dans tout le Cameroun? Ça dépend du niveau d'ancrage des colons sur ces territoires. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression que non, il y a tel endroit qui a le chef, l'autre n'a pas. S'il n'y a pas de chef dans une région, c'est parce que le colon a pu effacer cela. La justice voudrait qu'on reconstitue les chefferies, non pas seulement à l'ouest, mais sur l'ensemble du territoire camerounais qui avait existé avant le colon. Les terres de Bonanjo, le plateau Dios, ça appartient à qui? Si vous voulez qu'on remette en cause, c'est une autre chose. Les terres du plateau, là, ce sont les terres des Sawa d'ici, qui ont été confisquées. Je n'ai jamais vu les intellectuels brillants, les opposants brillants, dire que, mais quand on commence par voir comment on va compenser ceux de Yaoundé au centre administratif, dont les terres ont été confisquées par les colons. Donc, il faut faire très attention quand on est dans le discours populiste ambiant sur les problèmes. Vous savez, pour parler de... Pour sortir. Est-ce que vous savez que les personnes qui en veulent au roi Sokudju ne sont pas celles que vous voulez? Les personnes qui lui en veulent, ce sont les Bamidjou. Les personnes qui lui en veulent aujourd'hui,
les personnes qui sont derrière... Pourquoi le Bamandjou lui en voudrait, Denis Kobo? Ils sont dans le combat d'élite. Il a dit lui-même. Si vous suivez le roi Sokodjou, et sachez que ce n'est pas aujourd'hui qu'il parle. Il a toujours parlé comme ça. C'est faux de penser que c'est depuis 2 jours que Sokodjou... Il a tout parlé comme ça. Sauf qu'il n'y a pas les réseaux sociaux pour relayer ce qu'il disait. Il n'y a pas les télés, les radios pour l'inviter comme aujourd'hui. Il a toujours été comme ça à toutes les assemblées, à toutes les occasions où il prend la parole. Il parle comme ça. En fait, c'est en raison des réseaux sociaux et des médias que son discours fait peur aujourd'hui. Le discours ne fait pas... Deuxième chose. Est-ce qu'il a toujours été rappelé à l'ordre? Il a toujours parlé comme ça. Le rapport de force existe en politique et dans la vie de tous les jours. Le chef Sokodjou, lui, en tant que chef, moi je suis un initié, vous savez quelle est ma parole. Je parle en public comme ça, dans mon village. Et ce qui arrive peut arriver, on s'en fout. Donc le chef n'est pas dans la même dimension que vous. C'est ça que je voulais noter tout à l'heure. Parce que quand vous parlez de sanctions, le chef n'a pas de problème avec les sanctions. Et par hasard, l'administration est la tutelle des chefferies traditionnelles en tant qu'auxiliaire d'administration. Si l'administration prend une décision administrative concernant le chef, cette décision va s'appliquer uniquement sur le volet administratif de sa charge. Le villageois ne va pas dire que je ne vais pas voir le chef pour la dot ou pour telle parcelle de terrain. Il va continuer à fonctionner. La tradition va continuer à fonctionner de la même façon. Ce n'est que ces rapports avec l'administration. Qui maintenant, donc, les chefs ont à faire un choix aujourd'hui parce qu'on va sortir. Si le chef veut affirmer son autorité comme chef traditionnel, il peut par exemple renoncer. Il y a des chefs, moi si j'étais chef, je renonce d'abord à être auxiliaire d'administration. Ça ne veut pas dire que je sors de la République parce qu'on est dans la République. Mais je suis pas... On a fixé des salaires. Si vous prenez un salaire, pourquoi ils prennent les salaires? Parce que les élites... Renoncer, c'est refuser de prendre le salaire on peut refuser, par l'administration. Moi, si je refusais... Dans nos villages, il y avait un jour de travaux communautaires. Et on a des notables qui refusaient d'aller attacher la barrière à la chefferie parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne font pas ce genre de travaux. Donc si vous estimez que l'administration est corrompue et qu'aller prendre le salaire ou aller vous mettre dans un conseil régional, si vous respectez tant le chef, même à l'ouest, comment est-ce qu'on va retrouver un chef au sein d'un conseil qui est coiffé par son sujet? Pas son sujet qui n'est même pas fils d'un notable, il pense comme ça. Donc, si vous voulez, on veut sortir la chefferie traditionnelle de ce carcan là, on la sort complètement. On n'a pas à se retrouver. On va sortir sur cette question-là, mais on va sortir sur cette question-là. Mais avant, j'aimerais revenir sur d'autres propos tenus par le MINAT, qui dit que les chefs n'auraient pas le droit de donner leur avis sur la chose politique. Il les invite plutôt à s'intéresser à l'agriculture. Pourtant, dans l'administration et même au sein du RDPC, on retrouve des chefs comme le Premier ministre, par exemple, il est un chef. Le sultan Bobo Djoya, il est un chef. Et même le ministre, le MINSUB, je crois également, le professeur Jacques Famendongo, il est un chef. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut justifier ce 2 poids 2 mesures? Non, pas besoin de dire qu'on va expliquer ou pas. Il suffit tout simplement qu'on assume sa qualité d'homme politique. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas de souci. Ah, c'est ce que laissait entendre le ministre. Mais oui, parce que si vous dites que vous êtes un chef traditionnel, que vous voulez rester dans la traditionnalité de la culture, et vous ne voulez pas assumer la coloration politique, à partir de ce moment-là, ne prenez pas de position d'ordre politique. Mais si vous assumez votre qualité d'homme politique, à partir de ce moment, acceptez aussi la contradiction politique, acceptez également les combats et les coups politiques. C'est ce que les uns et les autres ne sont pas prêts et sont tout simplement prêts à se cacher derrière l'humilité que prévaut par exemple le cadre traditionnel et culturel. C'est de ça dont il est question. Et lorsqu'on nous dit, je trouve que c'est un faux débat de dire que les gouverneurs ont installé les conseils régionaux. Non, la tutelle des conseils régionaux, c'est le président de la République au sens de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et y compris maintenant le ministère en charge de la décentralisation. On n'a pas dit le ministère de la décentralisation et du développement, mais le ministère en charge de la décentralisation. Voilà la tutelle des conseils régionaux. Maintenant, le gouverneur, dans le cadre de sa région de compétences séant, est le représentant du gouvernement et du président de la République dans le cadre donc de sa compétence. Et on lui a donné donc une fonction, une instruction à tous les gouverneurs de pouvoir installer. Cette installation pouvait être faite par le Mindevel, cette installation pouvait être faite par le président de la République. Je ne sais pas si cette installation avait été faite par le président de la République. Est-ce que certains qui sont les critiques seraient en train de dire que le président de la République n'était pas dans son rôle de venir installer? Je ne sais pas. Donc, au sens de la loi, qu'on se comprenne très bien, le gouverneur
est le représentant de la tutelle. Il est le représentant de la tutelle dans le cadre de son commandement. Ici, il faut aussi qu'on sache que la terre appartient à l'État, d'abord. Donc, ce qui voudrait dire que c'est de l'État, parce que nous avons décidé d'appartenir à une nation, d'appartenir à un pays. On va s'accommoder à des lois de ce pays, à la loi fondamentale de ce pays, qui organise donc la vie dans le pays. À partir de ce moment-là, on ne peut pas imaginer des îlots juridictionnels. Alors, allez-y, Xavier Messé. Allez-y, Xavier Messé. Non, je voulais tout simplement dire que, heureusement, Claude a rectifié, parce qu'elle a dit que les gouverneurs n'ont pas installé les chefs des régions. Non, j'ai pas dit ça. Régionaux, mais vous avez précisé qu'ils ont été installés par les représentants du chef de l'État. Oui, cette précision était nécessaire parce que j'allais vous donner des exemples que j'ai vécus. Il n'y a pas d'amalgame. Voilà, il n'y a pas d'amalgame. Alors moi, je voulais ajouter que il serait dangereux de sous-estimer le pouvoir en place. Parce que ce qui vient de se passer, c'est un symbole. Nous avons des conseils régionaux qui se mettent en place. On dit que leur tutelle, c'est le ministre... Le président de la République. Non, attendez. Non, c'est la loi. Mindevel. Non, c'est la première tutelle nous avons, des conseils régionaux. Nous avons un ministère de la décentralisation. Le ministre est empêché au point où il demande à son camarade de l'administration territoriale d'envoyer les gouverneurs installés. Le gouverneur représente tout le monde. Alors, pourquoi? Parce qu'on va sortir des textes pour dire que le gouverneur représente le président de la République. Moi, je dis le symbole qui a été envoyé, ce n'est pas ce que vous dites là. C'est de montrer précisément que le ministère de l'administration territoriale tient tout le monde. Et donc, vous comprenez pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale agit comme il agit dans la pure tradition de la colonisation. Non, ça c'est une confusion, monsieur le Président. Non, moi je vous le dis pourquoi. La note qui a donné pouvoir au gouverneur d'installer les conseils régionaux, c'est le Mindevel qui l'a signé. Je dis, n'est-ce pas? Ce n'est pas le ministre de l'administration. Vous voyez donc, il ajoute encore une autre confusion. Non, ce n'est pas une confusion. Là où on ne s'en sort plus. Nous avons une nouvelle institution qui se met en place, n'est-ce pas? Ça doit être entouré de tout ce que les Camerounais doivent savoir. Or, les Camerounais ne savent rien parce que il y a des lois qui disent que le chef de l'État est tout. Le ministre de l'administration territoriale est tout. On a détaché, on a mis un autre ministre qui n'est pas capable d'aller installer les conseils régionaux pour lesquels il a tout un ministère. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais le but visé, c'est de comprendre que rien n'a bougé. Et que les institutions de concentration de pouvoir qui existent vont continuer à fonctionner. Et nous avons bataillé sur cela depuis plus de 10 ans. Nous n'avons pas été entendus. Aujourd'hui, tout ce qui se dit là, je l'ai dit, je l'ai écrit, hein, il y a des écrits. Nous allons tout droit vers le mur. C'est-à-dire, non seulement il y aura des problèmes avec le gouverneur, mais il y aura les problèmes entre le conseil régional, parlant de Douala, la grande mairie et la mairie d'arrondissement. Ça, c'est de l'incantation. Donc nous allons avoir des conflits qu'il faut gérer alors qu'on était dans la complémentarité quand on concevait toutes ces choses-là. Mais Claude, non, ça c'est de l'incantation. S'il vous plaît, ce que le président Sambaka est en train de dire, il n'invente rien. Je vous renvoie à la lecture de la Constitution, l'article 58. Vous allez constater que dans cet article-là, il est dit qu'après avoir élu les délégués régionaux, les conseils régionaux, le chef de l'État va nommer un délégué du gouvernement. Allez lire l'émission de ce délégué. Il a la main mise sur tout. C'est lui le vrai patron. Il contrôle, il a l'administration, il sanctionne. Lisez l'article. Nous n'avons pas une même lecture de la loi portant code général des collectivités territoriales. Vous pouvez relire, c'est pas compliqué. Nous n'avons pas la même lecture parce que les actes, par exemple, qui sont prises et les décisions qui sont souveraines du conseil régional sont prises par délibération. Je voudrais tout simplement, vous savez, dites-moi où un gouverneur, par exemple, va dire que voici ce qui engage le conseil régional. Je ne suis pas l'auteur de l'article 58 de la Constitution. Le contrôle n'est même pas a priori, il est a posteriori. Jamais. Vous n'avez pas. C'est la loi, il faut lire. Je vous dis non, lisez il faut bien. lire.
Et au moment où on n'est pas d'accord avec des décisions d'un conseil régional, la décision finale revient à la justice, à travers donc, le tribunal administratif. Donc, c'est pour vous dire que je ne comprends pas où vous allez créer cet amalgame et cessons de faire de l'incantation. Revenons à la réalité. La réalité est que les conseils régionaux sont installés. La loi portant code général des collectivités territoriales est là. Attendons maintenant la mise en œuvre et voyons maintenant si cela n'a pas été fait. Déjà, on a eu un signal. Le signal, c'est la loi des finances qui a respecté même déjà l'une des résolutions des recommandations du Grand Dialogue National. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez faire de l'incantation? Non, je ne suis pas un acteur politique. J'ai un acteur politique à ma gauche. Moi, je suis un observateur. Je lis les textes. Je les interprète, j'essaie de les comprendre. Et lorsque je lis la Constitution, je relis la Constitution, je me réfère à l'article 58, je vois ce qu'elle dit, ce que cet article dit. Peut-être qu'il y aura une explication, ou une interprétation, mais je reste sur la lettre de l'article 58. Vous me dites que ce n'est pas ça, je dis, ok, puisque cet article dit que le chef de l'État nomme... Alors, on va lire l'article 58. Hein. Oui. Alors, dans la région, un délégué nommé par le président de la République représente l'État. À ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public. Il supervise et coordonne sous l'autorité du gouvernement les services des administrations civiles de l'État dans la région. Il assure de l'État dans la région. Il assure la tutelle de l'État sur la région. Mais il faut que M. Xavier Messi comprenne une distinction entre le pouvoir déconcentré et le pouvoir décentralisé. Ici, il est en train de faire l'amalgame entre le pouvoir déconcentré et le pouvoir décentralisé. Parce que ici, on vous dit que dans le cadre du pouvoir déconcentré, le gouverneur est bel et bien ce délégué qui est nommé. On n'est plus en train, en ce moment-ci, nous ne sommes plus à l'heure d'attendre le délégué. Ce délégué-là est nommé et il est le gouverneur. Voilà. Mais maintenant, il est donc le chef du pouvoir déconcentré et non du pouvoir décentralisé. C'est pas compliqué. Auprès de certaines communautés urbaines, ça ne nous rappelle pas les fonctions de délégués de gouvernement auprès des communautés urbaines? Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui avec la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. La preuve en est que si vous n'êtes plus d'accord aujourd'hui avec la décision prise par un conseil municipal d'une ville ou bien d'une mairie, vous allez au tribunal administratif. Parlons justement de cette constitution de 96. On va commencer par vous, Jean-Claude Oyout. 25 ans après l'entrée de la constitution de 96, quelle évaluation est-ce que vous faites de la mise en place des institutions, le Sénat, le Conseil constitutionnel et autres? Ah ben, vous avez déjà tout dit là. Vous voyez très bien qu'on parle ici du parachèvement de la mise en place déjà des institutions de la décentralisation. Ça, c'est clair déjà. Et nous saluons la volonté politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bel et bien mis en œuvre l'ensemble de ces dispositions-là. Bon, maintenant, nous sommes... les uns les autres pourront commencer à dire pourquoi on a attendu 25 ans, pourquoi pas plus, pourquoi on ne l'a pas fait il y a soit 10 ans ou 15 ans. C'est un débat de ceux qui savent lire dans les bouts de cristal. Mais nous savons tout simplement que en fonction de la situation de notre pays, en fonction des moyens dont nous disposons, nous aussi, et en fonction aussi de nos compétences qu'on a acquises, nous sommes en train d'avoir des institutions qui sont en place et qui vont bel et bien maintenant nous conduire vers le développement local. Et vous voyez très bien que le président de la République a fixé le cap, il a donné des orientations. Nous savons maintenant que lorsque nous avons un problème sur le plan de logement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan des routes et ainsi de suite, nous savons à qui nous adresser. Alors, nous savons qui est responsable de quoi. Donc, nous nous félicitons que 25 ans de cette constitution, c'est d'abord la mise en place de ces institutions qui tournent. Et nous avons maintenant un Sénat qui va tourner à plein régime parce qu'il manquait une partie de ce Sénat qui était donc la vision des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les conseils régionaux. Xavier, mais comment est-ce que vous appréciez le fonctionnement des institutions mises en place du Sénat à cette deuxième législature? Donc, vous avez eu le temps d'observer comment est-ce qu'il fonctionne. Le Conseil constitutionnel a pu faire ses preuves avec l'élection du 9 février. Comment est-ce que justement vous appréciez le fonctionnement de ces institutions? Non, je vais dire qu'il faut applaudir, si je pouvais m'exprimer ici, il faut applaudir le fait que la Constitution de 1996 est finalement entrée en application, il faut le dire. Cette Constitution a fait des avancées qu'il faut reconnaître et saluer.
Il a dit, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, nous avons un Sénat qui est là, nous avons un Conseil constitutionnel, nous avons le Conseil régional, nous avons la Chambre des comptes, si ce n'est pas encore une Cour des comptes, mais nous avons cela. Mais il faut remarquer un certain nombre de défaillances. La première défaillance, c'est le temps que nous avons pris pour installer, pour faire fonctionner cette Constitution de 1996. Le temps ne nous a pas aidés, n'est-ce pas, à faire des choses dans le temps, si je peux m'exprimer ici. Vous voyez, quelqu'un a l'habitude de dire que le chef de l'État est le maître du temps. Et le maître du temps, il prend son temps pour faire des choses qu'il faut quand il voudra. Mais c'est une... Mais quelqu'un a dit que le chef d'État est donc maître du temps. On se demande à quel temps il fait allusion quand il parle du temps. Le temps chronos, quand on rentre un tout petit peu dans la mythologie grecque pendant l'Antiquité, on va constater qu'il y a trois types de temps. Il y a le temps chronos, il y a le temps kéros, il y a le temps aion. Vous voyez, quand on parle du temps chrono, aujourd'hui, Léla sait que son émission doit passer tout le temps, tous les dimanches. Ça, il n'y a rien à dire. Le temps, Kéros, il faut le temps d'agir. Il dit qu'à un moment donné, il faut que je parte d'ici. Ou alors il faut que l'émission se termine. Vous savez, le plus grave, c'est le troisième type de temps. On prendra le temps de faire ce qu'on voudra. Et on va agir quand on voudra. C'est indéfini ce temps-là. C'est ce que nous avons utilisé. Et ça ne nous porte pas bonheur. Je vous prends deux exemples, si vous permettez. Vous savez, la Banque mondiale avait fait des études à la fin des années 70 qu'il fallait faire une autoroute entre Yaoundé et Douala. Parce que la circulation des véhicules et des hommes avait constaté que 15-20 ans après, s'il n'y a pas d'autoroute, nous serons saturés. Et aujourd'hui, on va faire une autoroute en payant plus de 300% de ce qu'on aurait pu payer à cette époque-là. On a perdu du temps. Et je pense que si la Constitution de 1996 avait été appliquée à temps, on aurait fait l'économie de ce qui se passe au nord-est et au sud-ouest, la guerre. Parce que la décentralisation ne serait pas venue 25 ans après, elle serait venue immédiatement. Et on aurait coupé l'herbe sous les pieds de ceux qui ont provoqué des problèmes au nord-est et au sud-ouest. Aujourd'hui, le prix à payer est très très fort, tout simplement parce qu'on a pris le temps à une. C'est pas bon. Et également, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, on a pris du temps. Vous direz que la Cour suprême était là pour régler les problèmes. Elle n'avait pas totalement la compétence pour le faire. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est le président Baka, un des défauts que nous avons, c'est qu'il y a, le statut de l'opposition dans notre système. C'est-à-dire que cette constitution n'a pas fait allusion au statut de l'opposition. Il faut créer des contre-pouvoirs. Il faut créer des contre-pouvoirs dans une démocratie. La presse devait être un contre-pouvoir. Les partis d'opposition devraient être des contre-pouvoirs pour que cette constitution soit complète. Je termine en disant qu'il y a un élément qui fait défaut à cette constitution, l'article 66. L'article 66 n'est pas appliqué. Il y a un problème de la non-application de certains textes de la Constitution. L'article 7, alinéa 4, qui interdit au président de la République d'assumer certaines fonctions électives en dehors de sa fonction de président. Il est resté jusque-là président du RDPC. Donc il y a une fraude permanente de la Constitution. Elle est constamment fraudée, puisque un certain nombre d'articles ne sont pas appliqués, et ça fait une entorse terrible, n'est-ce pas, à la mise en place totale de notre démocratie. Thierry Sambaka, Xavier Messé parlait du temps pris pour faire fonctionner la Constitution de 1996, pour mettre en place les institutions. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette Constitution, aujourd'hui, reste toujours d'actualité? Je veux dire, face aux différentes crises que traverse le Cameroun. J'interroge en fait l'aspect contemporain du contenu de cette Constitution. Oui, ça c'est une très très bonne question. Je ne suis pas là pour vous juger, mais je dois vous féliciter pour cette question-là. Franchement, ce que je dois dire, je commence par la conclusion. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle Constitution. Voilà. Pourquoi ? Parce que des gens se sont réunis en 91
pour penser une constitution du Cameroun. Alors, en 1996, après avoir commencé à dévoyer ce qui avait été arrêté à la réunion tripartite, il y a eu une constitution sur la base d'un large débat, alors que tout avait été défini à la réunion tripartite et qu'on attendait la tripartite 2. Première chose, il n'y a pas eu de tripartite 2, mais en 1996, on nous a balancé une constitution qui elle-même était proche de ce qui avait été discuté en 1991, mais il y avait des manquements. Dans le statut de l'opposition, toutes ces choses qu'on évoque. Ça n'a pas été intégré en 1996. Et puis, il s'avère donc que depuis 1996, ils ont ajouté quelque chose qu'ils vont mettre progressivement en place. Mais en réalité, quand vous faites une bonne analyse, vous voyez que mettre en place, c'était plutôt le temps de la déconstruction. Parce que en 2008, je crois, on a fait sauter le verrou de limitation des mandats, etc., etc. Donc, ils ont pris du temps, non pas pour implémenter, mais pour déconstruire. C'est la raison principale pour laquelle je dis, et Dieu merci, j'ai souvent raison trop tôt, que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on va commencer à comprendre qu'il nous faut une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution sur la base de ce que nous avons pensé et projeté pour notre pays. C'est pour ça que je dis, laisser le champ politique aux politiques et aux journalistes, ce n'est pas suffisant. Pour un pays comme le Cameroun, ce n'est pas suffisant. Il faut y introduire des historiens, il faut y introduire des anthropologues pour que nous sachions d'où nous venons. Quels sont nos conflits? Il y a des gens, les Camerounais ont cette chance que les Camerounais sont formés. Et toutes ces disciplines-là, on les retrouve. On trouve des gens qui sont capables de se mettre pour une réflexion pour l'avenir de ce pays et puis pour l'orientation qu'on doit donner. Maintenant, les partis politiques viennent pour, n'est-ce pas, apporter leur programme et monter leur mécanisme qu'ils vont mettre en place pour implémenter ce que tous les Camerounais ont voulu. Et ça, je ne peux pas ne pas avoir une pensée sur Adamou Damdjoya, qui nous disait tout le temps, le Cameroun sera fait par nous tous, pour nous tous. Vous comprenez? C'est très important que nous pensions un nouveau Cameroun. L'heure est venue, parce qu'on sort de la néocolonie pour entrer dans quoi? Pour entrer dans toujours ce système-là qui nous fait perdre du temps, qui ne nous met pas en harmonie, parce qu'aujourd'hui, le gouverneur, le président du conseil régional, les maires, tous ces gens devaient être complémentaires, en symbiose. Le pouvoir central étant là pour la facilitation et l'encadrement, les délégués de gouvernement ou le maire de la ville, ils ne devaient pas s'entrechevaucher là. Vous comprenez? Ils devaient chacun avoir son couloir avec pour but un grand Cameroun, un grand littoral, un grand Douala, etc., etc. Donc, ça nous permettrait d'avoir des objectifs à atteindre et mettre en place les mécanismes pour atteindre ces objectifs. Mais, comme je vous le dis, vous allez voir que dans les jours, dans les mois qui viennent, nous serons plus dans les conflits. Toujours l'incantation. Nous serons dans les conflits, n'est-ce pas, que dans l'avancée réelle. Il y aura certes une avancée parce qu'il y a un budget de l'État qui viendra pour ces services décentralisés, n'est-ce pas? Mais ce budget-là lui-même, il est déjà remis en question parce que quand on dit 15% au grand dialogue, le ministre vient vous prouver que il a donné plus de 15%, mais parce que vous n'avez pas pensé à enlever ceci, enlever cela. Ce qui a été dit, n'est-ce pas, au grand dialogue où j'étais, c'était que c'était 15%. Et nous, on avait trouvé que c'était peu. Et que, absolument, il fallait, si nous voulions que le Cameroun redécolle, avant d'arriver au niveau des collectivités territoriales décentralisées comme la région, il fallait que les 360 communes du Cameroun reçoivent un budget de départ pour que chaque commune, même dans la plus profonde des brousses, puisse transformer cela en paradis. Donc, on devrait, depuis que ça a été dit, avant que les régions se mettent en place, les communes devaient profiter de cela parce que tous ont un plan de développement, mais qui n'est pas financé. Tous ont déjà repéré ce qu'il fallait faire. Ça a été fait, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent.
Or, aujourd'hui, la région va venir prendre cet argent. Comment est-ce que ça va se... Attendons voir, mais je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup de conflits à gérer. Denis Kobo, avec vous, j'aimerais qu'on s'intéresse principalement à l'article 66 de la Constitution. Qu'est-ce que son application changerait aujourd'hui au Cameroun? Bon, j'étais en train de rire tout à l'heure quand ça va parler parce que j'ai entendu un homme politique sur les plateaux, y compris ici, dit que le gouvernement faisait acheter les 4x4 gros cylindrés, là où on aurait pu trouver un peu d'argent pour les hôpitaux. C'est un politique. Je pensais que vous répondiez d'abord à ma question, Denis Kobo. Parce qu'on n'apporte pas les solutions littérales aux problèmes politiques. Et les débats sur les plateaux politiques de télévision sont les débats, alimentés par la littérature. Le modèle social correspond au modèle politique. Et les évolutions dont Sambaka a parlé tout à l'heure, y compris l'introduction des dispositions de l'article 66, tenaient au rapport de force. Donc, en 1991, il y a un rapport de force au pays qui pousse à ce qu'il y ait la tripartite. Et à la tripartite, il y a des grandes décisions, je veux dire que des grandes résolutions qui sont prises. Compte tenu du rapport de force à ce moment-là, qu'est-ce que le pouvoir fait? En politique, il y a un élément fondamental qu'on appelle la manœuvre. Donc, lorsque le rapport de force nous conduit à la tripartite, celui qui est acculé, il engage la manœuvre. Et en 1996, le rapport de force qui lui était défavorable, lui est redevenu favorable et il décide de ce qu'il veut. Ce qu'on demande aujourd'hui, quand Sambaka parle de la Constitution, là, c'est exactement la même erreur de la mouche ou des abeilles. Parce que quand la mouche se met sur la vitre, elle tire à traverser jusqu'à ce que le mort s'en suive. On ne peut appliquer l'article 66 qu'en fonction de le rapport de force. On a poussé le régime. En fait, la question que je pose, Denis Kobo, la question que je pose... Il n'y a pas d'argument d'autorité ici. Il faut permettre que je parle. Denis Kobo, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça changerait? Je suis en train de répondre comme les Camerounais doivent. Je ne veux pas répondre de façon littérale. Parce que j'aurais contribué à bavarder comme les gens bavardent depuis 36 ans, 38 ans, et le régime continue. Mais je suis maintenant, c'est le militant politique qui parle. Et je dis que pour que cet article soit appliqué, ce n'est pas l'argument de Denis Kobo qui compte, c'est le renversement du rapport de force. Non. C'est scientifique, c'est magique. Non. Il n'y a pas une autre façon de faire appliquer l'article 66. Pour l'instant, vous avez parlé tout à l'heure du rythme de l'application d'une constitution. Vous avez vu quel pays où on vote une constitution et le régime tranquillement fait ce qu'il veut. Pourquoi? Pour une seule raison. Et permettez que je parle, parce qu'on a beaucoup bavardé, on parle beaucoup le gros français ici. On reste au même niveau, pourquoi? Parce que les Camerounais, tout ce qu'on dit, c'est la session. Xavier a parlé tout à l'heure du conseil régional. C'est en 1996 qu'il vous parle d'un article de la Constitution. Demandez à Xavier combien de fois depuis 1996 il a mis ce problème qu'il met aujourd'hui sur la table. Il a mis ça aujourd'hui parce qu'on a installé les gens hier. On installe le conseil régional. Vous sortez maintenant des cartons toutes les lectures qu'il fallait faire à temps. Et à ce moment-là, vous n'avez pas fait ces lectures. Et ce n'était pas calculé que vous n'avez pas fait ces lectures parce que vos intérêts, je veux dire, collectifs n'étaient pas menacés. Aujourd'hui, au Cameroun, l'article 66 n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens trouvent un intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué. C'est la majorité politique. C'est la majorité politique qui modifie les lois. On ne modifie pas la loi sur le plateau de télévision. Si on avait travaillé le rapport de force, la majorité politique aurait pu changer depuis 92. Tant que la majorité politique ne change pas, tout ce que vous dites, vous êtes en train de tromper les Camerounais. Il faut que les Camerounais participent. Il a parlé des Camerounais. Que les Camerounais donc participent à donner une majorité politique claire à qui ils l'entendent pour que, n'est-ce pas, ces désirs-là soient mis en œuvre. Sinon, on sera là pendant 20 ans encore, rien ne va changer. Je crois qu'il n'y a pas un problème de rapport de force pour qu'une constitution soit appliquée. Il y a tout simplement une volonté politique pour que les articles d'une constitution soient appliqués. Il n'y a pas un problème de rapport de force. Attends, nous sommes donc dans un environnement où les contre-pouvoirs n'existent pas. Les contre-pouvoirs n'existent. Il n'y a pas encore un rapport de force là-dedans. Pour qu'il y ait les contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait une volonté au sommet politique qui accepte que, l'opposition ait un statut. Attendez. Les contre-pouvoirs émanent d'ailleurs. Non. Ils ne sont pas reconnus par la Constitution. Il n'y a pas un statut. Permettez qu'il donne son point de vue. Alors, il faudrait que les contre-pouvoirs
existent et qu'on les laisse fonctionner. Les contre-pouvoirs, c'est l'opposition, structurée et reconnue par la Constitution. De deux, il faut que les médias soient libres. Libres. Et il faut que les pouvoirs publics tiennent compte des suggestions qui sont faites par les médias et par l'opposition. Ensuite, il faut que les articles de la Constitution soient respectés scrupuleusement. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, je l'ai donné, je le répète. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'article 7, alinéa 4, ne soit pas appliqué? C'est le président de la République qui doit l'appliquer. S'il refuse, quel est le contre-poids? L'article dit que le président de la République ne doit pas assumer d'autres fonctions électives. Lesquelles? Le président du parti. Bon, ça c'est le premier. Attendez, c'est le premier. La question que Leila a posée, qui était une question, à mon avis, très simple à Denis, et que peut-être il a fait exprès de ne pas vouloir répondre. Quelles sont les conséquences de la non-application de l'article 66? C'est simple. Les détournements. Les détournements sont là. Puisque cet article n'est pas appliqué. Si on voulait que cet article soit appliqué, on contrôlerait les détournements. La corruption n'existerait peut-être pas à une telle ampleur. Voilà un refus de faire appliquer un article. Voilà les conséquences. Le procureur a déclenché l'action publique, même s'il y avait l'article 66. Denis, le problème est tellement clair. Vous êtes d'accord avec moi que si cet article était appliqué, les directeurs généraux, les ministres, les députés, les sénateurs, le Premier ministre, chacun déclarerait ses biens quand il rentre en fonction. Et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler à tout moment. Au moment où il quitte ses fonctions, on peut encore vérifier. À partir du moment où il y a un refus, de non. Je ne sais pas. Mais je vais dire tout simplement qu'il faut un début. En fait, la question à vous écouter tous les deux, messieurs, la question que j'aimerais poser, c'est, Denis Kobo, est-ce que l'application de l'article 66, est-ce que cet article aujourd'hui est une nécessité au Cameroun? Cet article n'est pas une nécessité absolue, et je vous dis pourquoi. Je dis que si on applique l'article 66 de la Constitution à tout le monde, on met des gens qui déclarent leurs biens, qui volent, si sortis de leur mandat, on ne déclenche pas le mécanisme de contrôle, parce que le mécanisme ne se déclenche pas par lui-même. Au Cameroun, aujourd'hui, on vous dit que si vous avez volé, si le procureur de la République voit que Sambaka avait 100 francs, il a maintenant 1 milliard, on a suspecté Sambaka. Je viens, justement, la chambre de compte, elle existe. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais il faut qu'elle assume. C'est exactement ce que vous voulez dire. Ça veut dire que la loi ne s'applique pas par elle-même. L'article 66 ne s'appliquera pas par lui-même. Les conséquences du droit qu'emporte le non-respect de l'article 66 ne s'applique pas, ne veut que ces conséquences du droit ne s'appliquent pas par elles-mêmes. Il faudrait tout à l'heure parler de volonté politique. Ce n'est pas la volonté politique de celui qui veut, dans l'absence de transparence, qui va faire qu'il y ait transparence. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a le pouvoir, qui veut le maintenir, qui veut le confisquer, de déclencher le mécanisme pour perdre le pouvoir. Ce mécanisme doit être déclenché par un tiers. Quand on parle de contre-pouvoir, la presse est aux ordres à 100% du pouvoir. Zaf le sait. Si la presse n'était pas corrompue, vous savez, un débat qu'on a depuis 30 ans, si la presse n'avait pas été le principal allié de la corruption au Cameroun, on ne serait pas loin. Vous pensez qu'il faut une loi pour dire que la presse ne soit plus corrompue? Zaf, qu'est-ce qui pousse les gens à être corrompus? La presse que vous avez dirigée, pourquoi elle est corrompue? Pourquoi elle était aux ordres du gouvernement? C'est aussi le gouvernement qui vous a dit soyez plutôt avec nous. Pourquoi est-ce que la presse n'a jamais été avec le peuple? Même si elle fait semblant aujourd'hui d'être avec le peuple. Alors que c'est elle qui a fondé ce rapport de force. Merci Denis Kobo. Monsieur Youd, revenons justement sur l'article 7 de la Constitution du Cameroun. Le président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment, ça c'est l'alinéa 1. 2. Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le président de l'Assemblée nationale. 3. La formule du serment et les modalités d'application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par la loi. Et puis le fameux alinéa 4 dont parle Xavier Messé. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute activité professionnelle. Oui, professionnelle. Alors, au Cameroun, on se rend compte que le président de la République est également le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti. Est-ce que Paul Biya, finalement, est un légaliste? Il est un légaliste, il a toujours été. Les dispositions dont vous avez fait mention, c'est dans le cadre de l'exercice
de ces fonctions. Donc, ce que vous voulez dire que si il a une fonction et qu'il ne l'exerce pas, au sens du RDPC, le secrétaire général du comité central est celui qui assure l'exécutif du parti. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas d'amalgame d'avoir un président national au sein du RDPC. Sauf qu'il est élu. Même si son élection date quand même si on n'a pas... il est également premier sportif camerounais. Non, je veux dire, il est également premier magistrat camerounais. Il a également le nom Ngui, que vous connaissez également. Non, je suis en train de... Je peux vous citer à l'infini. Non, je ne joue pas sur les mots. Je peux vous citer à l'infini les fonctionnalités qu'il a. Je vais relire l'article, l'alinéa 4. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective. Sauf qu'il est élu. Sont incompatibles dans le cadre de l'exercice. Ça, c'est clair, c'est net, c'est dit, c'est dans le cadre de l'exercice. Si vous ne l'exercez pas, en quoi ça peut être incompatible? Vous n'assumez pas ces fonctions. Est-ce que nous pouvons prendre le cas dans plusieurs pays aussi qu'on peut considérer comme démocratiques? Est-ce qu'Angela Merkel avait démissionné de son parti? Mais c'est une nation démocratique. Non, c'est un faux débat. Moi, elle ne doit pas démissionner. Mais est-ce qu'elle n'est pas présidente de son parti? C'est à ce titre-là qu'elle est censée. Mais voilà, mais lui aussi, il a été candidat du RDPC. Ses démissions sont parties l'éjectent. Mais on vous dit donc qu'il a été candidat aussi du RDPC parce que le candidat naturel du Rassemblement démocratique camerounais est celui qui est le président national. Mais on vous dit ici que c'est dans le cadre de l'exercice des dispositions. Mais pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, parce que ça, c'est des trucs pour distraire les Camerounais, tout simplement. Lorsque le président Sambaka dit que le statut de l'opposition, mais c'est cette constitution dont on est en train de parler, de faire le bilan aujourd'hui, qui parle par exemple des dispositions de la cohabitation. Comment peut-on parler de cohabitation si on ne reconnaît pas qu'il puisse exister l'opposition? C'est pas la même chose. Non, je vous dis que si la notion d'opposition n'existe pas, vous ne pouvez pas utiliser l'expression de cohabitation dans le cadre d'un gouvernement. Donc, vous vous souvenez qu'on a failli avoir un gouvernement de cohabitation ici dans ce pays en 1992. Nul n'aurait été le fait qu'il y a une majorité présidentielle qui a été formée et constituée. Mais pour parler donc de cohabitation, à cet instant précis, on doit avoir un président de la République et un chef du gouvernement issu de l'opposition. Ça, c'est un statut de l'opposition. Alors, maintenant, peut-être que quand vous parlez du statut de l'opposition, vous êtes peut-être en train de vouloir parler en termes de qui est le leader de l'opposition, par quel rang, et il faudrait même également qu'on se comprenne bien, parce qu'à chaque consultation électorale, nous avons l'échiquier politique qui change. Aujourd'hui, par exemple, le premier parti de l'opposition du Cameroun, à l'issue de la dernière consultation électorale, c'est l'UNDP. Mais les uns et les autres vont vous dire que non, revenons à l'élection présidentielle. Non, à chaque fois où il y a des consultations politiques et électorales... Et lorsqu'on nous parle aussi du fameux article 66, nous vous disons qu'en réalité, il est appliqué. Et en France, par exemple, je vous prends un exemple. En France, par exemple, comment? Il est appliqué dans sa forme de contrôle. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, le ministère des Finances a instauré l'immatriculation de tout le monde. Donc, ça voudrait dire que c'est les éléments de contrôle. Quand on vous immatricule... Est-ce qu'il ne commence pas par la déclaration des biens? Mais à quoi sert une déclaration des biens si, par exemple, on ne sait pas tout ce que vous pouvez avoir et que vous allez générer comme revenu? Est-ce que c'est juste le listing? Et je vous rappelle également qu'il y a aussi quelque chose que vous ne mentionnez pas. En France, on parle de déclaration des biens, mais ce n'est pas rendu public. Si. C'est-à-dire, non, la loi française dit que c'est l'intéressé qui décide de rendre public. Mais par contre, il fait sa déclaration de biens acquis de droit. Non, il faut que vous compreniez très bien l'amalgame. Il fait sa déclaration de biens. Tous les membres du gouvernement ont publié leurs biens. Non, c'est-à-dire que là, on est ici dans ce qu'on appelle la galanterie politique. Mais ce n'est pas la loi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligation de le faire. Maintenant, la question dont vous deviez nous poser, est-ce que la Chambre des comptes, par exemple, est au courant de la notion des biens des élus et de ceux qui ont la gestion donc la gestion des affaires économiques du pays? Non. Donc, c'est pour vous dire, moi, je vois plutôt un resserrement dans le contrôle dans ce pays.
Je vois l'ensemble des structures de contrôle, d'évaluation, a priori et a posteriori, qui sont mises en place. Je vois par exemple la lutte contre la corruption qui porte fruit, y compris même les organisations internationales qui sont en train de nous ramener dans le cadre des évaluations sur 10 ans. Par contre, avant on parlait sur une année. Je vois par exemple ici les contre-pouvoirs dont vous parlez, mais les contre-pouvoirs existent au Cameroun. Mais les contre-pouvoirs existent au Cameroun. La justice, c'est un contre-pouvoir dans un pays. Mais comment vous pouvez dire que les contre-pouvoirs existent? Merci, monsieur Youd. J'aimerais, Xavier Messé va malheureusement nous quitter. Ce qui fait que j'aimerais également l'entendre, au moins sur le dernier sujet, au moins en une prise de parole, parlant de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale était récemment dans le nord-ouest, notamment à Bamenda, où il a fait cette affirmation: le président Paul Biya a gagné la guerre contre les séparatistes. Comment est-ce qu'on l'interprète? J'ai suivi cette déclaration qui m'a fait très mal, parce que il y a un certain nombre de certains membres du gouvernement qui disent que le président de la République n'a jamais déclaré la guerre, il n'a jamais dit que le Cameroun est en guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et nous avons rappelé à ceux qui mettaient un doute à cela la date à laquelle le chef de l'État, de retour d'un voyage en Côte d'Ivoire, avait déclaré ce qu'il avait déclaré à l'aéroport de Simalène. Je pense que ça a été une déclaration vraiment malheureuse. Maintenant que le ministre enfonce le clou en disant que le chef d'État dit qu'on a gagné la guerre, c'est quand même dommage. Je pense que il faut rester cohérent avec ces déclarations. Si le chef de l'État n'a jamais dit qu'on est en guerre, il faut que tous les membres du gouvernement suivent cette logique-là. S'il a dit qu'on est en guerre, il ne faudrait pas qu'il y ait une cacophonie, dans la mesure où le ministre en charge de l'administration territoriale, qui va régulièrement au nord-est et au sud-ouest, dit totalement le contraire. Mais je pense qu'au-delà des simples déclarations, les réalités sont là. Les réalités sont là. On peut ne pas l'affirmer, elles sont là. C'est que au nord-ouest, au sud-ouest, très très régulièrement, les armes crépitent et les vies humaines sont supprimées aux gens. Et la sécurité, la paix n'est pas revenue dans cette région. Merci Xavier Messé d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci beaucoup. Vous savez, nous recevons des étrangers dans le cadre de la compétition du Chan. Oui. Et comme je dois aller à Yaoundé, si on me barre la route, je ne suis pas sûr que j'arriverai avant demain matin. Parce qu'il faut 4 heures de temps pour sortir de Yaoundé, de Douala jusqu'à Japon. D'accord. Merci beaucoup Xavier Messé d'avoir été avec nous. Monsieur Jean-Claude, est-ce que la réalité sur le terrain, justement, ne fait pas mentir le minage? Je veux dire, par exemple, que les populations continuent de respecter le traditionnel ghost town imposé le lundi par les séparatistes, et Xavier Messé parlait justement des attaques qui continuent d'avoir cours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, mais moi je vois plutôt une franche collaboration qui s'améliore entre les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest avec les forces de défense et l'administration, qu'elle soit décentralisée ou même déconcentrée. Donc il y a ce que je peux par exemple reprendre les mots du Christian Cardinal Toumé qui disait que ça s'améliore de mieux en mieux. Mais ici, nous disons tout simplement que le conflit est arrivé à une situation de bandes armées qui sont tout simplement aujourd'hui des bandits organisés et d'aucuns qui sont des kidnappeurs tout simplement et tout. Mais sur le plan d'avoir des sécessionnistes organisés en bande armée et tout, il y a de quoi quand même se féliciter et dire que nos forces de défense et de maintien de l'ordre ont eu à faire d'énormes progrès sur le terrain. Bon, maintenant, on est dans la phase asymétrique qui est une phase terroriste, de la surprise, pour créer de l'émulation, pour pouvoir démontrer aux uns et aux autres que ne pensez pas que c'est tout rose.
Et nous nous félicitons du fait que les commerçants, les agents économiques des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont commencé elles-mêmes à dire elles en ont marre. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement qui est dans son rôle d'encadrer et d'accompagner ces populations est tout simplement en train d'apporter des garanties d'ordre sécuritaire. Parce que il y a deux éléments. Les populations disent « nous sommes prêts ». Nous voulons même que les villes mortes, on en a marre, ça fait déjà beaucoup. Nous avons perdu beaucoup économiquement et tout. Nous avons besoin de garanties d'ordre sécuritaire, chose qu'ils sont en confiance aujourd'hui, avec la présence massive des forces de maintien de l'ordre et de défense. Et ils ont aussi peur des représailles au niveau du quartier de monsieur Lambda, qui pourra dire « Ah oui, toi tu as ouvert aujourd'hui, attends-toi des représailles, on va brûler ta maison, on fera ceci, on fera cela. » Mais il est dit ceci. S'il y a une franche collaboration, celle qui est en train de s'améliorer, et que les populations dénoncent ceux et celles qui sont en train d'orchestrer ces menaces, et ce sera plus facile pour pouvoir élaguer cela. Le ministre de l'administration territoriale a de nouveau lancé un appel à déposer les armes aux sécessionnistes. Qu'est-ce qu'il faut espérer de cet autre appel d'Atangandi, de cet appel d'Atangandi? Vous savez, le Cameroun traverse une période très difficile et on ne peut pas, en tant que politique responsable, fragiliser, n'est-ce pas, le gouvernement, mais on doit dire des choses. Parce qu'en réalité, le ministre parle comme si nous étions dans une république militaire. Il y a un conflit, les militaires sont importants pour stabiliser la zone, pour essayer de protéger les populations. Mais en même temps, ça nous jugeons donc là, nos militaires. Sous le soleil, sous la pluie, ils défendent le drapeau. Très bien. De ce point de vue, je crois que les choses ne doivent pas être au-delà de cela. Certains ont parlé de bavures et tout ça, c'est pas... Dans une guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. C'est la raison principale pour laquelle, en même temps que les militaires sont en train de sécuriser, les politiques doivent faire leur travail. Et la capacité d'un gouvernement, n'est-ce pas, à manœuvrer politiquement, ce n'est pas de dire que mon armée va vous écraser. Vous comprenez? C'est que chacun assume ses responsabilités. L'armée va sécuriser pendant que le politique va faire son travail. C'est donc au niveau du travail politique qu'il y a problème. Parce que le politique se cache derrière l'armée. Mais c'est lui qui donne les ordres à l'armée. C'est lui qui a l'armée. Mais il se cache derrière l'armée. Il faut donc que chacun assume ses responsabilités et puisse être jugé sur sa capacité à pacifier. Parce que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est tellement délicat que si on commence à en parler là maintenant, on n'en finirait pas. Mais la responsabilité des uns et des autres doit être dégagée. Il ne faut pas que notre gouvernement se cache derrière l'armée. L'armée est en train de faire son travail. Que lui fasse son travail. Qu'il mette les populations, n'est-ce pas, pas en sécurité seulement, mais en confiance. Parce que la confiance, c'est celle-là qui va ramener les populations qui continuent de sortir. Donc moi je pense que tant que le gouvernement ne va pas prendre à bras le corps sa propre responsabilité pour le règlement de ce conflit, nous allons toujours avoir des problèmes. Denis Kobo, Cyril Sambaka parlait de la capacité à pacifier. Est-ce que le MINAD, justement, a cette capacité à pacifier? Je reste sur son appel à déposer les armes adressées aux sécessionnistes, partant justement de son passé depuis le début de cette crise. Je pense que si le ministre Atangandi n'était pas MINAD, la crise serait un peu plus grave que celle qu'on a aujourd'hui. Je suis avec ceux qui l'ont souvent critiqué, mais quand le président Sambaka parle de l'action du politique, il faut compter le nombre de fois où les ministres descendent au Lozo, le nombre de fois où les préfets, les sous-préfets font des tournées, comment le DDR fonctionne. Peut-être que de là aussi, nous tous, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne sur le terrain. Jusqu'à une certaine époque, la plupart des villages, tout à l'heure on a parlé des chefs traditionnels au début, et j'ai oublié de demander à ceux qui aiment beaucoup les chefs traditionnels ce qu'ils ont fait lorsque les sécessionnistes ont tué les chefs,
lorsqu'ils sont intronisés même dans plusieurs chefferies du nord-ouest et du sud-ouest, les gens sont calmés parce qu'il y a l'hypocrisie ambiante. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, là pour revenir sur la première déclaration, personnellement aussi, et en fonction des éléments probants sur le terrain, le Cameroun a gagné la guerre complètement contre le sécessionnisme ambazonien. Sécessionnisme ambazonien, c'est-à-dire que le projet qui consistait à marcher sur Boya, installer le drapeau, faire flotter le drapeau ambazonien à la place, je veux dire au palais présidentiel de Boya, ce projet a échoué. Et ce projet n'est pas, personne au nord-ouest et au sud-ouest, personne, même les sécessionnistes là, ils ne pensent plus que ce projet est possible. Ça, je crois que c'est de cette guerre qu'il s'agit. Donc il n'est pas possible que dans 100 ans, il y ait un État ambazonien sur le territoire du Cameroun. Mais, comme ça m'a dit plusieurs fois, nous-mêmes, on a eu cette position, à savoir que on a gagné cette guerre, mais ce qui reste à faire, c'est de mettre en confiance la population. Et heureusement, quand vous regardez le sud-ouest, depuis un certain temps, mais avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, on a vu qu'avant, c'était l'armée souffrait de la passivité, de l'inertie des populations civiles. Et on pense que, pour ceux qui regardent sur le terrain, il y a cette confiance revenue. Des comités de défense, systématiquement dans tous les villages du Nozo, ont été créés, pas par l'administration, mais par les populations. Les chefs du sud-est, par exemple, ont fait un mémorandum pour demander aux chefs de l'État de les renforcer pour qu'ils retrouvent en fait leur légitimité sur les trônes. À ce moment-là, parce qu'on a l'impression que cela n'est arrivé qu'après beaucoup de discours ambigus. Si, comme Samakara dit, si tous les hommes politiques camerounais, au départ, avaient pris cette position qu'ils viennent de prendre, à savoir que nous ne pouvons pas être en train de nous battre pour un pays prospère, pour un pays grand, et en même temps tenir un discours ambigu par rapport à l'irrédentisme ambazonien, on n'a pas anglophone, ambazonien. Si chacun avait cette position claire-là, le débat aurait été sur le dialogue politique. Parce que même quand la guerre serait finie, même quand on serait rentré seulement dans l'insurrection, la criminalité en zone anglophone, il faudra que le dialogue politique s'installe. Parce que, quelque part, si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a eu comme une rupture dans la chaîne. Il faut réconcilier que l'État, la nation camerounaise, avec cette partie de son territoire dont certains des fils ont pensé à autre chose. Aux États-Unis d'Amérique, on a un nouvel exécutif. On se souvient justement de ce que la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, et d'autres élus comme Karen Bass ont souvent été aux premières loges justement pour introduire la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Congrès américain. Leur arrivée à la Maison-Blanche, est-ce qu'elle est synonyme, selon vous, de plus de pression sur le gouvernement camerounais? Que ce soit les républicains ou les démocrates, il faut que nous sachions que les représentants de l'administration américaine sont là pour les intérêts des États-Unis. Donc, tant qu'ils le sont là, ils vont orienter. Mais nous faisons juste un constat quand même. Entre 2016, entre 2016, la période transitoire où le président Obama il laissait les affaires avec l'arrivée de l'administration Trump, nous avons quand même constaté que le président Donald Trump n'était pas très intéressé par tout ce qui pouvait porter par un certain nombre de choses au niveau de l'Afrique. Donc, ça faisait en sorte que la position américaine n'était pas aussi incisive. Bon, on se dit que les démocrates qui sont en train qui ont pris les affaires, peut-être qu'ils vont vouloir ressusciter un certain nombre de choses. Et c'est là où le discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, le 31 décembre 2020 dernier, est très interpellatif parce qu'il est important que les États-Unis puissent nous rapatrier tous ceux qui sont les meneurs, ceux qui financent même cette cause sécessionniste et terroriste au Cameroun, afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et c'est ce que nous nous attendons d'abord comme signal, afin que les États-Unis nous démontrent qu'ils n'ont pas de projet
de sécession ou de division du Cameroun sur quoi que ce soit. Ça, c'est un élément de préoccupation. Et nous disons tout simplement que la coopération économique avec les États-Unis tels que le projet de la Goa soit renforcé et qu'il puisse toucher bon nombre de secteurs, parce que c'est sur ce plan-là que nous allons rééquilibrer la balance commerciale des échanges entre les États-Unis et le Cameroun. Et juste pour revenir à l'élément politique de M. Sambaka, lui dit que le politique fait son travail au Cameroun. Souvenez-vous qu'il y a eu les assises du Grand Dialogue, les résolutions du Grand Dialogue, la mise en place du statut spécial des régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, à travers l'installation des conseils régionaux qui a eu lieu vendredi dernier. Nous avons connu les éléments du DDR, nous avons connu la loi sur le bilinguisme, nous avons connu le recrutement des auxiliaires de justice. Merci, M. Youtou. Donc c'est pour dire que le politique est bel et bien au travail dans le cadre de la Denis Kobo, avant Cyril Sambaka pour sortir de cette émission, Denis Kobo, cette question je l'emprunte au quotidien Mutation. La diaspora anglophone semble assez introduite dans les milieux démocrates aux États-Unis. Est-ce que ça ne donne pas une longueur d'avance aux séparatistes en matière de lobbying? Je crois que c'est la meilleure façon d'encourager le populisme dans ce secteur. Et la presse, tout à l'heure, vous aviez parlé du contre-pouvoir. La presse est devenue le principal instrument d'abrutissement des populations. En 92, quand Bill Clinton arrive au pouvoir, il y avait le pic dans la rue, tout le monde était remonté contre le régime. Ils ont dit qu'on attend de Bill Clinton. Dès qu'il va prendre le pouvoir, tout va changer. Bill Clinton a pris le pouvoir, il n'y a rien eu. Donc il y a cette façon d'instrumentaliser et même d'instrumenter le sentiment, je ne sais pas comment appeler ça, c'est que l'impérialisme, qui est un avatar du capitalisme, ne peut pas être encouragé par une partie camerounaise à dire chaque fois qu'il y a une vice-présidente noire. Il y a eu un président noir, il n'a rien fait. Ce n'est pas la vice-présidente noire qui va venir faire quelque chose. Avant, c'était Thibaut Nagui. Chaque fois, on nous agite un épouvantail. Est-ce que les Camerounais sont incapables de se parler? Pourquoi est-ce que les gens disent qu'on se bat pour retrouver notre identité? Dans cette même bataille, on convoque des entités qui n'ont rien à voir avec les intérêts et la souveraineté du Cameroun. Donc, je crois que c'est même une option d'abandon de la lutte que de croire que parce que tel serait président d'un autre pays, avec les problèmes, les Américains sont divisés aujourd'hui, on parle d'une fraude, et tout le monde peut penser qu'il y a même eu des fraudes là-bas, au lieu qu'on se retrouve à penser qu'ils auront le temps de résoudre la fracture, tout ce qu'il y a comme réconciliation à faire aux États-Unis, et qu'on dise que le principal objectif de ce gouvernement-là serait de venir aider à résoudre la crise anglophone. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne peuvent pas résoudre la crise anglophone? Pourquoi est-ce que ceux qui le disent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à nos compatriotes qui sont basés aux États-Unis d'arrêter d'envoyer des enfants, des gens au feu? Ils envoient les enfants au feu parce que c'est eux qui meurent. Ceux qui sont à l'étranger, ils n'ont rien eu. On ne peut pas quand même trop demander à un gouvernement. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la déclaration de guerre. S'il était là, c'est bon. Quand il parle de la déclaration de guerre, ce n'est pas honnête. On ne va pas revenir. Ce n'est pas quand même honnête. Je dis que ce n'est pas quand on est au Cameroun aujourd'hui. Vous avez mentionné plus sur le plateau de Denis Kobo. Ce qui a été dit, elle est là. Oui, mais tout à l'heure, on a dit que Paul Biya a déclaré la guerre dans un aéroport. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai que Paul Biya a déclaré la guerre. Paul Biya est venu dans un aéroport, dit aux Camerounais de constater avec lui qu'il y a une guerre qu'on nous mène. Et par conséquent, quand on mène une guerre en État, l'État fait quoi? L'État se défend. Et se défend si bien qu'aujourd'hui, il est sûr qu'on ne peut pas avoir une État Sambaka, pour sortir de ce débat, qu'est-ce que l'arrivée de Joe Biden peut changer pour le Cameroun, notamment pour la crise dans le Nord-Ouest? Je veux dire, je parle de l'implication de leur arrivée sur la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Est. Difficile à dire d'abord parce que les États-Unis viennent de connaître une crise, n'est-ce pas? Et quel n'a pas été notre bonheur de constater 3 anciens présidents qui sont venus à l'investiture qui n'étaient pas du même bord.